Bonsoir, on est en direct. Jeudi 3 août. On est en plein été. Certains sont partis en vacances. Peut-être au bord de la mer. Bon. Il est 20h et Hamza et Nadia Boumedienne, Anthony, James Sherif and Gauthier, Mehdi Oussad, Pierre Terrail de Bayard et Sabine, Mohamed Haït Moussa et Anna. Vous savez, ils mettent ensemble, mais j'imagine qu'ils ne sont pas en couple. Bon, Brick, Saphir, Sabine, Marie-Christine Wigen, bonsoir madame, Hamid Gessous, salam alaikum, Darbeda, Neji, bonsoir. Ok, Abdo Wazani, c'est un fidèle lui, hein. Mohamed, excusez-moi si je ne le dis pas pour tout le monde, hein, mais bon, bon, alors, Mohamed Haït Moussa, Bernard Cachou, salut, Raouf, Karim, salam alaikum, Ismail Amraoui, Idir, Mélanie, Rosa, Mehdi, Msad, il m'écrit un truc en arabe, mais bon, d'abord c'est loin, et puis il me faudrait 5 minutes pour pouvoir le déchiffrer. Salut Sylvain, Raphaël, Aziz, Abdel Ilah, Abdelaziz Tayeb, Laurent, Francesca Jones, Aïcha Roubi, Anir Bousta, Pandore, Rabia Bouvet. Bon, on va s'arrêter là. Nadia Parisi, bonsoir. Rosa, ah, il y a du monde ce soir. Alors, il y a vraiment du monde. Guillaume, Pierre-François, Othman, Saïn, Aïcha Roubi, une fidèle, salut. Donc ce soir, je vais vous entretenir des derniers événements survenus à Al-Quds. Bon. Alors, je vais faire une petite introduction pour vous parler, qui va nous introduire à ce qui se passe à Jérusalem. Salut à Constantine. Le mode d'emploi des sionistes, comment il fonctionne? Enfin, il y a plusieurs manières, mais ils ont une caractéristique particulière. Ce sont les spécialistes du fait accompli. Voilà, c'est-à-dire, ils ne pensent pas, c'est pas qu'ils ne réfléchissent pas, mais ils ne pensent pas aux conséquences. Est-ce que c'est conforme au droit international? Quelles vont être les réactions? Et ceci, cela. Le fait accompli, si on fait quelque chose, et on le consolide. Et puis, on met les gens, enfin les autres pays, les autres États, voilà, on occupe, et ben, débrouillez-vous. Voilà. Et donc, créer quelque chose d'irréversible, en s'en fichant pas mal des conséquences. Et d'ailleurs, ça leur a beaucoup réussi aux sionistes. Grâce à ça, par exemple, le nettoyage ethnique, il a été décidé des années à l'avance. Et dès 1939, on disait que un État juif sioniste n'a aucune chance. Il y a quelqu'un qui veut que je lui parle en arabe. Il rêve. Bon, malheureusement, hein, je suis désolé.
En 1939, les sionistes ont dit qu'ils n'avaient aucune chance comment dire, de subsister en tant que tels s'ils n'expulsaient pas les Palestiniens. Et donc ils l'ont fait, mais de manière systématique. C'est-à-dire 90 à 95% des Palestiniens ont été chassés de leurs terres, manu militari, parfois avec une violence extrême, comme par exemple Deir Yassin, qui a fichu la trouille. Et je rappelle, Deir Yassin, c'est 2-3 mois avant la déclaration de l'État, donc avant la guerre officielle. Donc, pour effrayer les Palestiniens et qu'ils aillent, pourquoi les musulmans ne décident pas en masse de bloquer l'accès au mur des lamentations aux représailles. Bon, je vais vous dire, je vais répondre tout de suite à Sylvain. Il y a une chose que les sionistes n'hésitent pas à faire, c'est les massacres de masse. Voilà. C'est-à-dire que, salut Reda, c'est-à-dire que, vous savez, même envers leurs citoyens arabes. Il faut savoir, par exemple, la semaine dernière, la police juive poursuivait un arabe de Jaffa. Bon, poursuivait pour des raisons, je ne sais pas, il n'avait pas une arme, mais il le poursuivait, et puis, comme c'était un arabe, ils lui ont tiré dessus par derrière, ils l'ont abattu. Bon. 2 semaines auparavant, dans un village arabe, Oum el-Fahem ou Kafr Qassem, je ne me souviens plus lequel, 2 Arabes israéliens ont été abattus par la police sioniste parce qu'ils manifestaient. Voilà. Donc, vous savez, les sionistes ont la gâchette facile lorsqu'il s'agit des Arabes. Alors, voilà, demander aux Arabes d'aller en masse, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. Donc, je reviens au fait accompli sioniste. Donc, ils ont accompli le nettoyage ethnique et ils ont mis la communauté internationale devant le fait accompli. Voilà, bon, je sais. Et ils ont rasé tous les villages palestiniens, les fermes, les cimetières, les mosquées, ils les ont rasés. Ça veut dire que même s'ils voulaient retourner, il n'y avait plus où retourner. Voilà. Et la communauté internationale se retrouve devant le fait accompli. Voilà, ben voilà, il n'y a plus rien. Alors évidemment, l'ONU a adopté une résolution sur le retour des réfugiés dès 1949, mais Israël s'est assis dessus. Voilà, et puis faites ce que vous voulez. Un autre exemple du fait accompli, c'est, vous savez, de 48 à 49, la guerre entre Israël et les Palestiniens et les États arabes a connu 3 ou 4 trêves, des cessez-le-feu. Et pendant l'un de ces cessez-le-feu, l'armée sioniste a envahi la ville d'Ashkelon. Vous savez, Ashkelon aujourd'hui, c'est une ville de 100 000 habitants. Mais c'était un village, une petite ville palestinienne. Ils ont débarqué, ils ont chassé et ils ont dit ça s'appelle Ashkelon. Ben aujourd'hui, qui remettrait en cause? Bon, c'est ça le fait accompli. Le fait accompli, c'est que quand ils ont conquis par exemple le Golan, ils ne se sont pas contentés de se dire « Oh là là, que va dire la communauté internationale? Est-ce qu'on va négocier ?» Pas du tout. Ils ont commencé comme c'était à eux. Voilà. C'est-à-dire, ils ont commencé à construire, faire des routes, des fermes, des usines, des vignes, comme si c'était à eux. Voilà. Aujourd'hui, il y a peut-être, je crois, 50 000 ou 80 000 personnes qui vivent avec une production, etc., une station de ski qu'ils ont prise à la Syrie, le Hermon. Et voilà, bon, et c'est ça le fait accompli, c'est-à-dire on agit comme si c'était à nous. Au Sinaï, ils ont fait la même chose, c'est-à-dire quand ils ont conquis le Sinaï en 1967, et là, je vais vous raconter un truc amusant, entre guillemets, ça veut dire qui vous donne une idée de ce qu'est le sionisme, c'est-à-dire une idéologie de destruction. Ils ont construit, comme je vous ai dit, le Sinaï, ils ont commencé à construire des routes et même une ville qui s'appelle Yamit, enfin qui s'appelait Yamit. Et donc, si l'occupation du Sinaï avait continué,
On aurait été peut-être aujourd'hui à 50 000 habitants, je ne sais pas. Mais comme ils avaient signé la paix avec l'Égypte en 1979, la ville de Yamit comptait 10 000 habitants. D'accord? 10 000 habitants. Mais il fallait la rendre. Qu'ont fait les sionistes? Soi-disant, on signe la paix, on veut vivre en paix avec l'Égypte. Ils ont détruit la ville systématiquement, maison par maison. Donc, je répète, ils ont détruit la ville systématiquement, maison par maison. Voilà. C'est ça le sionisme, ça l'idéologie qui est à la base. Et après, ils se plaignent, les sionistes se plaignent que les Égyptiens ne rentrent pas, fassent une paix froide. Voilà. Ils ne sont pas enthousiastes à l'idée de vivre en paix et en harmonie avec les Israéliens. Mais bon. Donc, le fait accompli, c'est de créer une situation irréversible, c'est-à-dire qu'il est très difficile de revenir en arrière. Voilà, on occupe, on a construit, on fait, et puis voilà. Et Israël, c'était la même chose. Pardon, Jérusalem. Justement, on en vient au sujet. Jérusalem, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire, en 1948, vous avez le plan de partage accepté par les sionistes, c'est important, définissait un partage de la Palestine, une partie pour les Palestiniens, une partie pour les Juifs, et Jérusalem serait, en attendant, sous mandat international. Évidemment, les Juifs ne l'entendaient pas de cette oreille, et ils ont commencé à aller vers Jérusalem, donc il y a eu une guerre, enfin la guerre, etc. Finalement, les Jordaniens ont occupé la vieille ville, et les Israéliens la ville nouvelle, enfin la ville, la Jérusalem nouvelle, voilà. Et donc, voilà, Jérusalem était divisée et n'était plus internationale. Donc, ils ont quand même, les sionistes ont gagné une partie de la bataille, c'est-à-dire ils étaient sur place à Jérusalem. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que en 1967, voilà encore quelque chose qui a été préparé des années à l'avance, et Israël saisit l'opportunité, bon, une mauvaise appréciation de Nasser, etc., et puis il lance une attaque. Il lance une attaque, la guerre dure 6 jours, il gagne le Sinaï, le Golan et la Cisjordanie. Le 5e jour, ils arrivent à Jérusalem. Ils conquièrent la vieille ville, Jérusalem. Et ils se retrouvent devant le mur des lamentations. Et si vous avez l'occasion de voir des vieilles photos du mur des lamentations, vous verrez que, enfin, avant 67, il y a le mur, il y a un tout petit espace, et à côté, il y a des habitations. Tout un quartier qu'on appelait le quartier des Maghrébins. Pourquoi? Parce que dès le 11e ou 12e siècle, il y a eu des milliers de Maghrébins qui sont allés là-bas dans le cadre pour se combattre avec Salah ad-Din et libérer Jérusalem. C'est ce qu'on appelait les contre-croisades. Et des milliers de Maghrébins ont créé leur quartier là-bas, qu'on appelait le quartier des Maghrébins. Et il y a d'ailleurs une porte qui s'appelle la porte des Maghrébins. Voilà le fait accompli, encore une fois, encore un nouvel exemple du fait accompli. Le 5e jour, ils arrivent devant le mur des lamentations. Et ils se disent, oula, attends, là il y a quelque chose qui gêne le mur des lamentations, on va faire une esplanade devant le mur. Donc, le jour même, ils n'ont pas attendu le cessez-le-feu, ils n'ont pas attendu les négociations, ils n'ont pas attendu que va dire le droit international, etc. Est-ce que Hafez el-Assad a vendu le Golan aux sionistes? Non, pas du tout. Enfin, ça, c'est n'importe quoi. Non, ils sont arrivés le 5e jour
Et dès qu'ils sont arrivés, ça, il faut reconnaître le génie du sionisme, le génie du mal, mais le génie. Tout de suite, ils ont dit, oula, attention, voilà. Il y avait à peu près, le quartier des Maghrébins comptait environ 2000 à 4000 personnes. Donc des maisons qu'on imagine traditionnelles, etc. Ils sont passés par haut-parleur dans le quartier et ils ont dit, vous avez un quart d'heure pour sortir. Un quart d'heure. Dans un quart d'heure, les bulldozers vont entrer en action. Il y a eu des témoignages parce qu'il y a des gens qui, vous savez, 67, on a recueilli, il y a des gens, bien sûr, la plupart des gens sont sortis, ils n'ont rien pu emmener et les bulldozers sont entrés en action. Donc il y a probablement, ils ont dit qu'il y a eu probablement des gens qui n'ont pas entendu, qui n'ont pas eu le temps, etc. Vous savez, les sionistes, c'est pas ça qui va les faire reculer. Hein. À Jenin, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2002, ils avaient abattu des immeubles sur leurs occupants. Enfin, c'était horrible. Et donc, voilà. Et donc, ils ont libéré, quand vous voyez les photos d'aujourd'hui du mur de lamentation, il y a cette énorme esplanade d'allées, etc. Mais en fait, c'était le quartier des Maghrébins. Le fait accompli, c'est-à-dire, voilà, on détruit, on prend, et ben, vous faites ce que vous voulez après. Hein. Et donc, toute la politique, maintenant, je vais dire quelques mots de la Cisjordanie pour revenir après à Jérusalem. Et vous savez, pour le quartier des Maghrébins, justement, il y a des gens qui ont fait des enquêtes et on a trouvé que chez ces gens-là qui sont restés dans le pays ou qui sont partis à l'étranger, on retrouve encore des traditions maghrébines. Vous savez, par exemple, ils portent le kaftan ou bien ils font la harira Ramadan. Donc c'était vraiment, bon, voilà, malheureusement, c'est une destruction, c'est comme ça, c'est le sionisme, c'est le bulldozer qui passe et qui détruit tout sur son passage. Maintenant, on va arriver, bon, en Cisjordanie, c'est pareil, c'est-à-dire, ils ont fait comme si la Cisjordanie leur appartenait. Seulement, évidemment, l'intelligence des sionistes, c'est qu'ils font ça de façon, comment dire, progressive. Voilà, tout doucement, petit à petit. Rabin, le grand homme soi-disant de paix, il faudrait qu'un jour je vous raconte c'est quoi les accords d'Oslo de Rabin. Enfin, c'est la plus grande arnaque du siècle, enfin une des plus grandes. Il disait, on va prendre colline par colline, brebis par brebis, etc. Donc, ils ont commencé, ils n'ont pas dit en 67, bon allez, on dégage tout le monde, c'était plus faisable. En 48, c'était faisable, en 67, c'était pas possible. Voilà. Donc, ils ont compris que on va grignoter. Fait accompli. C'est-à-dire, d'abord, ils ont chassé, vous savez, il y a 200 000 juifs colons à l'est de Jérusalem. Ils sont installés bien sur des terres. Il y avait bien des gens avant. Donc, il a fallu les chasser. Mais ça se fait de façon progressive. Voilà. Vous savez, par exemple, vous voyez toujours le gouvernement, il dit on va construire 200 logements, 500 logements, 1000 logements. C'est pas comme s'il disait j'annexe et je mets 100 000 logements. Non, là, enfin, ce serait dur à avaler, même pour un Macron ou un Sarkozy. Voilà. Mais bon, mais ils le font petit à petit, mais ils le font systématiquement. Donc, le problème avec Jérusalem, c'est que il y avait à peu près 200 000 Arabes qui vivent soit à l'intérieur de la vieille ville ou dans les villages environnants. Et ils n'ont pas pu les chasser, comme je vous dis. Bon, c'était une guerre qui a duré 6 jours. Donc, c'était pas. Si la guerre avait duré 3 mois, ils auraient eu le temps de les chasser d'une façon ou d'une autre. Disons de faire en sorte qu'ils partent. Voilà. Mais là, c'était pas possible. La guerre était finie. Et il y avait, je sais pas, voilà, je sais pas, 2 millions en Cisjordanie. Que faire? Et je veux dire, c'est pas l'envie qui leur manquait de les chasser. Mais
il y a des réalités. Il y avait une réalité, la guerre était finie, était terminée, et donc il fallait faire avec. Mais, comme je vous ai dit, ils vont petit à petit les pousser. Par exemple, à Jérusalem, à Jérusalem, par exemple, déjà, le mouvement, le gouvernement sioniste a récupéré le quartier juif. Enfin, où il y avait un quartier juif avant 1948. Donc, il a chassé les habitants et il a mis il a mis des juifs. Bien. Il y a trois quartiers. Il y a le quartier arménien dans la vieille ville de Jérusalem. Il y a le quartier juif, qui aujourd'hui est juif, le quartier musulman, le quartier arménien et le quartier chrétien. Voilà. Enfin, si je ne me trompe pas, attendez. Juif, arabe, arménien et chrétien, oui. Ou catholique, enfin bon. Et donc va commencer la politique, comment dire, et les sionistes sont très forts dedans. On va voir une famille, on la harcèle, on arrête le fils, etc. Puis on propose au père, écoute, ta maison vaut 1 million, on te donne 2, on te donne 3. Et on te débrouille des papiers pour aller au Canada ou aux États-Unis. Bon, parce que le Palestinien qui vend aux Juifs, il est condamné à mort. Donc il a peur pour sa vie. Comme les Juifs ont des relations au Canada, aux États-Unis, en Australie, c'est pas difficile pour eux de leur obtenir un visa. Et donc ils grignotent. Voilà, une maison par-ci, un appartement par-là, ils harcèlent les gens. Et puis par exemple, depuis en ces temps troublés, ils arrêtent tous les gamins qui font de la propagande sur Facebook. Ça veut dire, vous avez un gamin qui habite à Jérusalem, qui a 10, 12 ans, 13 ans, il va sur Facebook et il dit il faut se révolter contre Israël. Ça, c'est intolérable. C'est ce que les sionistes appellent c'est de la provocation à la haine, comme ici en France, la haine raciale. Mais là-bas, c'est un appel au terrorisme et à la haine. Et donc, ils les arrêtent. Ils peuvent avoir une amende, ils peuvent faire 3 mois de prison, surtout s'ils lancent une pierre, et les parents, ils peuvent perdre. Ça, c'est terrible pour eux, parce qu'on leur a donné une carte de résident qui leur permet de rester et de travailler. Mais cette carte est temporaire, c'est-à-dire ils peuvent le enlever quand ils veulent. Donc ces 200 000 Arabes vivent dans la terreur permanente d'être chassés, de perdre le papier, etc., ou leur maison. Et le grignotage continue petit à petit sur Jérusalem. Maintenant, vous avez, il y a les 250 000 colons qui habitent à l'est de Jérusalem, adossés à 450 000 colons qui vivent en Cisjordanie. Vous savez, il y a 5 villes qui sont 5 villes de colonisation, enfin des colonies, qui ont pratiquement 45 000 à 50 000 habitants chacune. Bon. Moi, je suis désolé, mais ça me fait rigoler quand les Palestiniens, enfin, quand Mahmoud Abbas dit comment dire, je veux négocier sur la ligne du 5 juin ou du 6 juin 1967. Enfin, est-ce que vous imaginez les Israéliens revenir à rapatrier 650 000? Alors, ils ont commencé à lancer une idée, par exemple. Il y a quelques jours, Netanyahou avait dit, il a proposé à Mahmoud Abbas d'échanger des villes arabes israéliennes dont il aimerait bien se débarrasser, comme el-Fahim, comme Kafr Qasim, etc., contre les colonies qui sont en Cisjordanie. Bon, enfin, on essaie de trouver des trucs, enfin, soi-disant pour arriver à une solution, mais en fait, je pense l'avoir déjà dit, que les sionistes attendent d'avoir 1 million de colons, et après ils vont dire à Mahmoud Abbas ou à son successeur, de toute façon quel qu'il soit, on va dire écoutez, voilà, il vous reste un petit bout, 30% de Cisjordanie, on peut vous permettre, mais évidemment, je sais pas, allez sur Google et tapez sur carte de Palestine, zone C, contrôlée par Israël. Et vous verrez que, vous savez, la zone C a été accordée par Arafat à Yitzhak Rabin.
en signe de je ne sais pas quoi, de bonne volonté peut-être, comme s'il allait recevoir en contrepartie un État. Et donc cette zone C est sous souveraineté totale israélienne. Il y a 30% de souveraineté partagée et 10 ou 12% de souveraineté palestinienne. Alors, je vais vous raconter une anecdote sur la souveraineté palestinienne. C'est très rigolo, enfin, c'est très tristement rigolo. Il y a quelques jours, pour ceux qui suivent les actualités de près, l'armée israélienne est entrée à Ramallah, comme chez elle. Il y a pas de... C'est extraordinaire. Ils rentrent à Ramallah et ils confisquent une radio palestinienne. Parce que cette radio, comment dire, faisait un peu de résistance. Disait qu'il faut résister aux Israéliens. Ça, c'est intolérable. C'est-à-dire, pour les Israéliens, c'est un appel au terrorisme. Enfin, ils ne jouent pas le jeu, quoi. Ils ne jouent pas le jeu de la coexistence, de la paix, etc. Ils poussent les jeunes à se révolter. Enfin, c'est inadmissible. Et donc, tous les 2-3 mois, il y a une radio qui sort, l'armée israélienne est rentre. Évidemment, la police palestinienne ne fait rien. Attention. C'est leur maître. L'administration palestinienne, probablement, elle émet un petit communiqué d'indignation. Ils rentrent. Et il faut voir, enfin, j'ai vu les images. Ils rentrent, ils saisissent le matériel. Et voilà, ça vous apprendra à faire de la propagande haineuse contre nous. Donc, voilà dans quelle situation se trouvent les Palestiniens. Maintenant, il y a un point qui est important dans Jérusalem, dont je voulais vous parler, parce que à partir du moment où les sionistes ont conquis la Cisjordanie, en 1967, il y a eu une espèce, comment dire, de tourbillon messianique qui a pris la société israélienne. Je rappelle une chose, que les premiers sionistes, ça veut dire ceux qui ont fondé l'État, dans les années 20, 1920, 30, 40, qui ont donné la structure sioniste au territoire, étaient totalement athées. Non seulement étaient athées, mais ils étaient anti-religieux et ils avaient une détestation terrible des Juifs de la diaspora. Donc, pour eux, tout ça, c'était à la limite Ben Gurion. Bon, il a fait un petit compromis avec les religieux. Bon, ben, il représentait 3-4%. J'ai dit bon, on va les intégrer parce que on va les mettre dans le gouvernement, on va leur donner des avantages et puis ils vont fermer leur gueule, etc. Bon, sauf qu'aujourd'hui, les religieux, là, ces religieux fanatiques, ils sont presque 20%. Ils font 10-12 enfants par famille. Et donc, la conquête de 67 a, comment dire, a introduit, évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais Zeev Sternel, un historien francophone, enfin qui parle français, qui a fait un doctorat en France, je me souviens, il avait écrit en 67, il avait dit que il y a une espèce de mouvement messianique qui a emporté même la gauche israélienne, qui ont dit c'est quasiment un miracle divin. Dieu nous a rendus, parce que c'est pas Tel Aviv qui fait partie de l'héritage biblique, c'est Hebron, c'est Shrem, c'est-à-dire Naplouse, et l'autre, enfin j'ai oublié le nom en hébreu, enfin il y a beaucoup d'endroits, et oui, Hebron avec Naplouse et une autre ville, enfin bon. Et donc, c'est la Judée, il y avait un royaume juif en Judée. Et donc, petit à petit, est entré dans l'esprit des Israéliens le fait que Israël n'est plus, comment dire, l'aventure sioniste n'est plus une aventure communiste, humaniste, de création d'un État libre, d'une démocratie juive, mais où petit à petit a commencé à pénétrer, comment dire, l'idée religieuse, une mystique juive, une mystique messianique, et que plus on avançait dans le temps, plus les temps étaient difficiles,
et plus il y a une attente énorme du Messie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, enfin depuis quelques années, moi je les connais, les Juifs depuis à peu près 20-30 ans, tous les jours ils disent le Messie, c'est pour demain, c'est pour l'année prochaine, c'est pour ceci, etc. Et je vais essayer de répondre à Sylvain parce que je regarde un petit peu la question. Et la question du Messie pour les Juifs est d'une actualité brûlante. Évidemment, pour les non-juifs, ça ne paraît pas. Mais pour les Juifs, c'est quasiment une obsession. Voilà. Parce que pour eux, la venue du Messie réglerait tous les problèmes. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit dans les textes. Sauf que les sionistes veulent mettre la charrue devant les bœufs, comme on dit. En principe, selon les règles, le Messie vient, et lorsqu'il vient, lorsque les conditions sont remplies pour qu'il vienne, or elles ne sont pas du tout remplies. C'est-à-dire, moi qui connais les textes, pour que le Messie vienne, il y a des conditions religieuses minimum pour qu'il vienne. Or, Israël est un État non seulement athée, mais, comment dire, complètement dégénéré. Par exemple, aujourd'hui, jeudi, à Jérusalem, quand même, la ville sainte, il y a eu une Gay Pride, protégée par la police, par le gouvernement, etc. Or, je ne sais pas si vous savez, mais dans la Torah, dans le texte sacré juif, l'Ancien Testament, l'homosexualité est passible de peine de mort. C'est un tabou, c'est un péché, c'est une violation terrible pour des juifs religieux. Et pourtant, et c'est ça, les juifs religieux, ils la bouclent. Vous savez, il y a quelques mois, il y a un directeur d'une école religieuse, qu'on appelle une yeshiva, qui a fait une sortie terrible contre les homosexuels. Et il a été massacré. Enfin, massacré, une façon de parler, n'est-ce pas? On lui a dit, il y a une telle pression sur lui, ces écoles, elles vivent des dons. Comment voulez-vous faire vivre une école où il y a 500 ou 1000 élèves? Il y a un internat, etc. Il faut payer les professeurs et tout. Ils ne vivent que de dons. Et le don privé et du gouvernement. Donc on lui a fait comprendre ceci. Monsieur le rabbin, si vous ne changez pas votre opinion, on vous coupe les vivres. Voilà. Et il a compris, il a dit, bon, je regrette ce que j'ai dit, c'est la liberté, etc. Mais en fait, les Israéliens jouent sur tous les tableaux, les sionistes. Pourquoi ils en font, par exemple, Tel Aviv est une destination gay la plus prisée du monde. Une des destinations la plus prisée du monde. Les homos le savent. Je veux dire, aller à Tel Aviv, c'est vraiment vivre, s'éclater en tant qu'homo. Il y a des bars, on drague, etc. Il y a de beaux hommes et tout. Mais en fait, c'est parce que Israël tire profit. Mais c'est ça le génie sioniste. C'est-à-dire qu'en fait, ils tirent profit même de ça. C'est-à-dire ils se disent, tant qu'à faire, pourquoi pas? C'est qu'Israël avait beaucoup de sympathie parmi la gauche dans les années 40, 50, 60. Il faudrait que je réponde à quelqu'un parce qu'un jour, il m'avait posé la question, comment ça se fait que Jean-Paul Sartre défendait Israël dans les années 50 et 60? Bon, j'ai pas le temps maintenant, mais la gauche a adoré Israël parce que c'est un pays communiste, progressiste, humaniste, etc. Enfin, en tout cas, c'est la réputation qu'il avait. Aujourd'hui, la gauche s'éloigne et Israël trouve ses relais. Aujourd'hui, c'est quasiment, ils sont amis avec les protestants extrémistes américains et l'extrême droite française, européenne. D'ailleurs, vous voyez tous les sites d'extrême droite ou de droite nationale, enfin appelez-les comme vous voulez, ou identitaires, ils sont à fond comme Riposte Laïque, TV Liberté, etc., Radio Courtoisie, enfin tous ces sites sont à fond pro-israéliens.
Et donc Israël a trouvé, comment elle s'appelle, Geert Wilders, regardez par exemple Marine Le Pen, elle a fait beaucoup de déclarations pour Israël, en faveur d'Israël, etc. Et donc Israël joue la carte de l'homosexualité, ils n'en ont rien à foutre. Vous savez, la population israélienne, elle déteste les homophobes, ce sont des gens qui n'ont aucune sympathie, moi je les connais, ils n'ont aucune sympathie pour les homos, toutes ces expressions homosexuelles. Mais ils savent qu'il faut le faire, voilà. Et ils le font. Donc, maintenant, il y a ce qui s'est passé sur le mont du Temple, et je dis exprès le mont du Temple, il y a deux mosquées, il y a la mosquée Al-Aqsa et l'autre, le dôme, qui ont été construits au 7e siècle. Construites au 7e siècle. Donc ils ont une histoire, etc. Et les juifs ou les sionistes disent que c'est là où il y a eu le temple. Et donc l'idée fait son chemin chez les sionistes qu'il faut reconstruire le temple. Et même des athées, même des non-religieux, etc., se disent que finalement, il faut reconstruire. C'est une idée qui gagne du terrain. Et qui gagne tellement de terrain que les Israéliens font tout, mais à leur manière, hein, c'est-à-dire toujours en douce. Par exemple, ils font des fouilles sous le mont du Temple. Ils ont essayé, par exemple, de contrôler la sécurité. Ça n'a pas marché cette fois-ci. Bon, très bien. C'est pas grave. Hein. Ils ont eu un petit recul. Pour moi, c'est juste un recul. C'est pas ça qui va les empêcher. Et donc, en fait, il y a même ce qu'on appelle une ONG qui s'appelle comment déjà, je l'ai noté, non, je vous le donne en, comment dire, bon, enfin, en tout cas, il y a l'organisation du troisième temple, parce qu'il y a eu deux temples, déjà, qui ont été détruits. Et donc, il y a ce qu'on appelle l'organisation du troisième temple, ou quelque chose comme, enfin bon, en tout cas, il y a troisième temple dans la dénomination. Il y a déjà un musée à Jérusalem où on peut voir, parce que dans ce temple, il y avait des outils pour faire les sacrifices, pour les rituels, etc. Ils ont déjà construit tous les outils nécessaires. Il y a les plans du temple. Voilà, ils n'attendent que le feu vert, c'est-à-dire ils attendent les conditions favorables pour construire ce temple. Maintenant, les conditions favorables, un jour ou l'autre, si Israël ne disparaît pas, si l'État sioniste ne disparaît pas, ils finiront par l'avoir, à mon avis. C'est-à-dire, en général, les sionistes finissent toujours par arriver à leur fin. De toutes les façons, il n'y a pas, c'est comme disent les Marocains, mais qu'il y a une had, c'est-à-dire il n'y a pas de solution. Avec les sionistes, on ne peut pas arriver à une solution pacifique, à une solution de paix. C'est impossible. Je vous ferai un jour un topo. Il est impossible, et il faut bien qu'on se mette ça dans la tête, que les sionistes, ils ne peuvent pas, pour des raisons internes et externes, ils ne peuvent pas faire la paix. Donc il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de leur logique de destruction, d'occupation et de mystification et de messianisme. Donc, il y a cette idée que, alors ça c'est très intéressant, parce qu'en fait, c'est quand Attali dit Jérusalem pourrait devenir le centre spirituel du monde. C'est un complot, hein, c'est bien organisé. Pourquoi? Parce que les promoteurs du troisième temple, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, attendez, écoutez bien et ne rigolez pas trop, les promoteurs disent, le troisième temple est nécessaire pour faire comprendre au monde entier le rôle que joue le temple dans l'existence de l'humanité.
le troisième temple est le vecteur d'une réconciliation spirituelle entre l'humanité et Dieu. Le troisième temple pour amener la paix universelle. Et enfin, pour les Juifs qui auraient des doutes, on leur dit, le troisième temple amènera le Messie. Ça veut dire, ils ont inversé le principe. Avant, on disait, enfin, tous les religieux disaient, quand le Messie viendra, il y aura la paix, et le troisième temple sera reconstruit. Et là, ils leur disent, non, non, on reconstruit d'abord le temple, et il amènera le Messie. Bon. Et il y a un fantasme chez les Juifs, chez les partisans du troisième temple, c'est qu'ils sont tellement convaincus, ou ils font semblant en tout cas ils jouent bien la comédie, ils sont tellement convaincus, ou ils veulent faire croire de leur conviction que le troisième temple amènera la paix, qu'ils sont convaincus que les musulmans vont venir leur demander, dans un élan extraordinaire, vous savez, des fois dans les radios juives, il y avait un type, bon, qui ne le fait plus, c'est un prof de droit, qui disait, enfin, qui espérait aussi ce genre de truc. C'est-à-dire, en fait, ou bien il y a un sociologue aussi, que j'ai cité dans mon roman, Shmuel Machin, ils sont dans le délire tel qu'ils imaginent que les musulmans vont lancer un appel aux Juifs pour leur dire « Vous êtes la lumière des nations. Construisez le troisième temple. Amenez-nous la paix. Nous voulons travailler avec vous. » Et enfin, je veux dire que des Juifs, que des sionistes pensent ça et sont convaincus de ça. En tout cas, ils donnent l'impression qu'ils en sont convaincus. Alors, soit ils sont d'excellents comédiens, soit ils sont complètement pétés. Enfin, je sais, ils ont complètement perdu le nord. Vous savez, c'est ça qui est terrible. Ça veut dire que les sionistes ne sont même pas conscients du mal qu'ils font. C'est hallucinant comment ils sont à côté de la plaque. Voilà. Et voilà, donc Jérusalem, c'est ce qui va donner, ou en tout cas c'est ce qui a changé petit à petit le conflit politique au conflit religieux. Et voilà, malheureusement, ça n'annonce rien de bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ça m'étonnerait que les chrétiens adoptent ce nouveau Messie. Non, mais en fait, les partisans du Messie juif, ils croient que lorsque le Messie viendra, tout le monde reconnaîtra ce Messie comme, enfin bon, après tout, ils peuvent rêver, enfin bon, on a le droit de rêver quand même, non? Voilà. Alors, j'ai oublié la question que m'a posée Sylvain, je suis désolé, elle est passée. Voilà, donc, vous savez, ils sont tellement... Il y a une dérive chez les Juifs, chez les sionistes. Et pour ceux qui ont vu mon mur, mon compte cette semaine, j'ai mis... il y a un Juif ashkénaze qui s'appelle Goldenberg, donc un type bien, enfin apparemment, c'est-à-dire bien dans le sens... vous savez, je reçois des centaines, enfin depuis quelques années, j'ai reçu des centaines de messages, des centaines et des centaines, que je détruis systématiquement sans répondre. Ça, c'est ma technique. Alors, il y a de tout. En général, ce sont des insultes. Mais disons, venant de gens qui n'ont pas, enfin, qui n'ont pas l'air d'avoir une maturité politique. Parfois, c'est amusant. Vous savez, je me souviens de ce message d'une juive marocaine qui m'avait dit un jour, que j'avais posté d'ailleurs. C'est tellement drôle. Elle m'avait dit, Monsieur Cohen, vous savez, on a de très bons psychiatres juifs qui pourraient vous guérir. Bon, voilà, c'est pas mal. Mais ce Goldenberg m'a insulté de manière si basse, si mesquine,
si stupide que c'est étonnant de la part de quelqu'un qui a fait Sciences Po. Et quand on voit sur son mur, c'est le mec, enfin, qui a l'air, enfin, il met la photo de Rocard, de Macron, c'est la vie de famille heureuse, évoluée, intello, etc. Et que des juifs dérivent de cette façon-là, c'est quand même assez dramatique et je compte vous en entretenir dans ma prochaine vidéo. Sur ce, je vous remercie. Je suis désolé de n'avoir pas répondu, mais je retiendrai les questions et je répondrai aux questions. Oui, le noachisme pourrait. J'ai pas vraiment envie de mélanger ce soir. Donc voilà, j'essaie de vous faire toucher du doigt la question sensible de Jérusalem. Mais au moins, je reconnais une chose, pour une fois, les Arabes ont bien réagi. C'est-à-dire, c'est cette réaction qui a fait reculer Israël. Et pour qu'Israël recule, c'est quand même, c'est à souligner. Parce qu'en général, ils ne reculent jamais. Enfin, très rarement. Et là, ils ont vraiment ça. Pour mieux sauter, ils vont. Ne vous en faites pas. Ils vont revenir à la charge. Mais la réaction des Arabes, des peuples, parce que les régimes, c'est, enfin bon, j'ai pas envie de dire un gros mot devant vous, mais les régimes arabes, que ce soit le roi de Jordanie, que ce soit, enfin, le Mahmoud Abbas, enfin, c'est des minables. Bon. Mais la réaction populaire a été fantastique. Et voilà, parce que quand même, Al-Quds, on touche à quelque chose de fondamental. Et pour les sionistes, c'est devenu quelque chose de fondamental. Donc on va assister à une conflagration, à un feu d'artifice formidable. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes vacances. Et la semaine prochaine, je ne sais pas encore quel jour, je vous parlerai de cette dérive des juifs intello vers le fascisme. Bonsoir.